Bonsoir, il est 19 heures. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Angélique, je te laisse procéder à l'appel, s'il te plaît. Bonsoir. Anne Jouangeon. Présente. Moi-même présente. Roland Januel. Ahusi Tac. Christophe Pochon. Anouk Deschamps. Ludovic Lafay. Laure Chazelle. Pierre-Jean Rochette, il est sur la route, il ne va pas tarder. Stéphane Pupier, absent. Géraldine Chazelle. Robert Rogef. Véronique Chapeau. Philippe Chaland. Procuration à Christophe Pochon. Monique Goutte. Aimé Pradel. Noélie Decombe. Christophe Combe. Clément Gaumont. Benoît Cellier. Valérie Charles. Mathieu Madval. Pas de procuration? Non. Geoffrey Enjolras. Merci. Merci Angélique. Le quorum est atteint, le conseil municipal pourra donc délibérer. Je propose de désigner un secrétaire de séance. Noélie, c'est ton conseil, hein, c'est le budget. Concernant le procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des questions, des observations? Non. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, unanimité. Alors, avant de procéder à l'ordre du jour, Monsieur Enjolras souhaite remplacer Madame Chambon au CCAS. Pour le nommer en conseil, on doit avoir une délibération supplémentaire. Est-ce que le conseil municipal de ce soir accepte que l'on ajoute cette délibération pour nommer officiellement Monsieur Enjolras au CCAS? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc nous avons un point 20 que Laetitia va distribuer, qui sera annoncé en point 20. OK. Eh bien, premier point. Robert, cession amiable vente bien du domaine privé à l'Union des mutuelles de France-Loire. Alors, c'est une redite de celle qui avait été présentée le 24 février 2025. Malheureusement, il y avait une erreur au niveau, je dirais, des chiffres présentés, puisqu'il y avait une erreur de 10 000 euros. C'est-à-dire que le vrai chiffre, c'est celui qu'on vous propose ce soir, c'est-à-dire 730 233,60 euros TTC pour le prix de cession amiable à l'attention des mutuelles de France de la Loire. Voilà. Y a-t-il des questions? Enfin, je ne vais pas vous refaire le discours, hein, parce qu'il n'y a rien de changé. Je pourrais simplement répondre à Valérie Charles par rapport à la dernière question au dernier conseil. Combien y avait-il de professionnels qui étaient prêts? Ce jour, il y en a 17 qui ont demandé leur plaque d'inscription. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui, alors il s'agit de la vente de l'ancien garage de la rue de Rouen que la commune avait acheté il y a 2 ans et demi, je dirais. L'objectif à l'époque, c'était de sortir du centre-ville ce garage, d'essayer de récupérer la partie parking qui allait avec le garage pour limiter le stationnement dans la rue de Rouen. On avait laissé à l'ancien propriétaire le temps de trouver un local ailleurs. Et du coup, c'est chose faite puisqu'il s'était installé rue de la Planète. Et là, on a un acquéreur qui nous rachète le bâtiment sans le parking. Et le parking reste une propriété communale. Voilà. Le coût d'acquisition global pour la commune s'élevait à 83 000 euros. On s'est mis d'accord avec l'acquéreur à 85 000. Ce qui fait que pour la commune, c'est une opération blanche financièrement, hormis qu'on récupère le parking. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, pas sur la vente en elle-même, mais sur l'acquéreur, c'était juste une question que j'avais. Oui. Ce Maxime Bray, c'est la deuxième fois que je le vois apparaître, il fait de la promotion immobilière, c'est ça? Oui. Il est apparu il y a 1 an à peu près, c'était Ouais. pour savoir, est-ce que c'est lui qui vient solliciter les mairies, ou est-ce que c'est un partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler? D'où ma question, comme c'était la deuxième fois que je le voyais apparaître en 1 an. Alors là, pour le coup, c'est nous qui l'avons contacté, puisqu'on sait que c'est un promoteur qui
cherche des biens à rénover sur la commune de Boin, et pas que sur la commune de Boin d'ailleurs. Simplement, c'est l'opportunité de réaliser une vente rapidement. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est bon ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh ben, merci pour cette unanimité. Point 3, Roland. Classement d'une parcelle communale. Il va y en avoir plusieurs points pour toi, Roland. De la gare. Ah oui, c'est la. Tu veux, tiens, fais. Je sais pas le plan. C'est vers la place Moisieux là-bas, c'est ça? Tiens, Qu'on Roland. en a tellement fait que. Ah. Les 6 parcelles concernées. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est bon. J'ai compris. Alors, je te laisse expliquer. Oh, mais s'il y avait un plan, ça sera aussi bien. Parce que... Voilà, c'est ça. Donc, on avait un seul numéro de parcelle pour ce qui est en violet, la place Moisieux en dessous et de l'autre côté. Donc, on a décidé de reborner, de faire borner la parcelle AL 1122. On a peut-être un acquéreur entre M. Voriot ou la copropriété, et c'est pour ça qu'on l'a fait reborner. Et comme ça, on a la place qui a un numéro de parcelle. Donc celle-ci, là, on l'a fait borner, sachant qu'on avait peut-être ou les copropriétaires ici, ou M. Voriot qui serait intéressé. Du coup, on a un nouveau numéro de parcelle pour ici. Voilà. C'est simplement ça. Donc, y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, c'est encore pour toi, Roland. Alors. Donc, ça, je sais. Donc, allez. Il n'y a pas le plan. Voilà. Donc, on a. Pardon. J'écoute, non, c'est bon? Rapproche le micro. Donc on a M. Fanget qui est intéressé par l'ancienne cave du château. Donc on a décidé de lui vendre la cave du château. Et quand on a décidé de vendre la cave, on a trouvé que M. Maison et M. Fanget avaient fait un échange de parcelles sans juste verbalement et tout. Donc on a été obligé de mettre ça dans les normes. J'ai plus la parcelle. Donc ici, M. Maison avait cédé ce bout de parcelle et M. Fanget lui avait donné tout le couloir et tout pour aller avec la cave. M. Fanget a fait un mur et quand on a été voir ce M. Fanget, il nous a dit mais on a juste fait entre ici et ici un accord verbal. Donc nous, de ce fait, on a été chez le notaire et chez les géomètres, on a mis pour qu'on soit conforme à la réglementation. Ce qui fait qu'on a un nouveau numéro de parcelle ici et ici, et comme ça, on est dans les clous. C'est-à-dire que la parcelle AL 117 faisait partie de la parcelle AL 119 avant. C'était toute la même parcelle. Ici, pas ici, ici et ici. Tout ça, c'était le même numéro de parcelle. Donc maintenant, cette parcelle a un numéro, la AL 117. Celle-ci, on a un autre, AL 1118, et celle-ci, toute celle-ci, AL 1119, avec le couloir inclus dans la parcelle. Avant de pouvoir vendre, on était obligé de faire ça. Parce qu'ils avaient fait un échange de ça et de ça, verbalement. Est-ce que vous avez des questions? Je m'exprime peut-être mal, mais... Non, je regardais juste si c'était... Je sais qu'il y avait 2 points, j'ai plus la note de synthèse sous les yeux. C'est d'abord... Non, c'est le point suivant, pardon. Ah, pardon. Pardon, c'est moi. Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc là, on a remis ça, on a été voir le notaire et tout pour que ce soit conforme. Est-il donc d'autres questions?
C'est dans le but d'acquisition de l'ensemble. Monsieur par- Fanget fils doit acquérir tout ceci. Monsieur Fanget, lequel? Parce que Rémi, qui n'a rien à voir avec monsieur Gilles Fanget. C'est pour ça qu'on a fait, nous, d'abord, qu'on s'est mis dans la loi avec monsieur Gilles Fanget, qui avait échangé ça avec monsieur Maison. Donc on a été chez le notaire, on a été chez le géomètre, et comme ça, on a fait ça. Donc c'est deux points totalement C'est séparés, deux points, mais on est obligé de par faire rapport ça au pour suivant. pouvoir vendre. mais c'est totalement indépendant de la vente. Indépendant de la vente. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, c'est encore pour toi. Donc là, c'est la vente. C'est ça? Donc voilà, donc monsieur Fanget, voilà. Monsieur Fanget Rémy souhaite acquérir la cave du château et la petite parcelle derrière qui doit faire 3 mètres par 2 mètres, à peu près. Au prix de 12 000 euros. Y a-t-il des questions? Ça, c'est une estimation, c'est ça? C'est l'estimation des domaines. Alors c'était sur ce point-là la question. Donc on note que l'estimation des domaines est à 17 500, sachant que les domaines ont plutôt une tendance à faire des estimations basses pour ne pas bloquer les ventes. Oui, je comprends, mais là, on a regardé tous les travaux, Une tendance. tous les travaux qu'il y avait à faire dedans. Donc, toute la toiture, tous les murs, la façade et tout sont tout à refaire. Après la deuxième... Là, on n'a pas accès à l'intérieur pour monter dans les étages. C'est tout pourri, ça passe à travers. Donc c'est pour ça qu'il nous a fait une offre à 12 000 euros. J'ai trouvé que c'était une offre assez intéressante, donc c'est pour ça. Comment? Non, mais c'est bon. Ah, pardon. C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de mal. La deuxième chose qu'on a notée dans notre préparation de ce point, c'est que suivant l'outil DVF en ligne sur la valeur foncière, on a vu qu'il y avait une propriété juste au-dessus, 14 Place de la Victoire, qui avait été vendue 22 500 pour moins d'espace et moins de cachet quand même, parce que du coup c'est l'ancienne cave du château, il y a quand même intérieur, d'accord, mais voilà, donc on s'étonnait un peu du prix de vente, effectivement. D'accord. Ben, je vois pas où c'est l'autre. C'est juste au-dessus, c'est anciennement dans la rue qu'on appelle la rue des Boulangeries. 14 Place de la Victoire. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est la seule proposition qu'on a eue. Et oui, c'était on notre avait question personne, aussi, parce que- c'était quelle publicité foncière Oui, non, il y mais a on eu n'a pas- par rapport à ça. On n'a pas fait plus de publicité que ça, c'est lui qui est venu nous voir pour acquérir. Ok. Donc, On est d'accord qu'aujourd'hui, à l'intérieur du bâtiment, contrairement au bien qui a été acheté à 22 000 euros, ici, tu n'as plus de plancher entre le rez-de-chaussée et l'étage. Le toit, ça passe tout à travers. oui, c'est ça. Et ça- la façade de devant, il faut la refaire aux normes avec les corniches et tout, ça coûte... on avait fait faire des devis, nous, juste pour rénover, pour pas que ça tombe. Mais là, c'est impressionnant, les Parce que toutes les corniches de la façade devant tombent. Et pour être totalement clair, ce bien-là, s'il n'avait été une propriété communale, ça fait belle lurette qu'il aurait un arrêté de péril dessus. Donc le bâtiment à 22 000 euros dont tu parles, lui, il n'était pas concerné par un arrêté de péril. Le bâtiment est totalement inoccupé actuellement, ou il y a un... C'est vide. Ah oui, c'est vide. Mais la totalement cave du vide. château Ouais. Ah Non, oui. mais elle ne peut plus être occupée, c'est interdit, là. Aujourd'hui, sans travaux, c'est 4 murs. Hein. Voilà. Nous déplorons quand même le manque de publicité foncière sur ce bien, sur d'autres aussi, mais d'autres, il n'y avait pas le problème de l'estimation. Sur le précédent bien qu'on a vu, le prix correspondait au marché de Boin, donc de toute façon, la publicité foncière n'aurait rien apporté, donc on ne va pas être pointilleux pour pointilleux. Sur ce bien-là, c'est plus compliqué, sachant que l'estimation de 17 500 euros est vraiment une estimation qui est souvent basse. Il ne faut pas se le cacher. J'ai bien compris qu'il y avait des travaux.
On ne parle pas d'un bien qui est vendu 80 000, on parle d'un bien qui est vendu 17 000, donc oui, il y a des travaux. Moi, ça m'inquiète un peu d'un point de vue finance. J'ai l'impression qu'il y a un loup qui... En plus, juste avant, on a un point un peu compliqué sur un échange de parcelles. T'as un acquéreur À 17 500, moi je ne l'ai pas visité, mais oui, je peux faire une proposition à 17 500, si c'est conforme à ce que vous me dites. Je ne changerai pas de voiture cette année, c'est tout. Écoute. Pas de souci. Suspend. Pas de souci, on suspend la Je fais une visite, je vous donne un avis, et si je fais un avis, ce sera 17 500. Il n'y a pas de souci. Et je laisse évidemment le propriétaire du gîte partir à 17 500. S'il veut partir à 17 500, je ne ferai pas une préemption face à lui. Vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Ça veut dire que si lui dit je veux bien mettre l'estimation des domaines, moi je ne ferai pas une offre contre lui. Mais il n'y a pas de problème. On suspend le point. Point suivant, Roland, il me semble que c'est encore pour toi. Ah oui, ça, c'est des travaux, suite aux travaux du boulevard Pasteur, il y a eu des... On a été obligé de faire passer le géomètre pour reborner certaines propriétés, c'est-à-dire que les propriétaires s'étaient retirés de 50, 80 par rapport à la chaussée. Comment j'expliquerais ? Il y avait des petits bouts de propriété qui étaient sur la voie publique. Donc on a été obligé de faire un autre bornage pour pouvoir récupérer ces petits bouts de parcelles chez certains propriétaires. Donc on n'a pas Jérôme, on n'a pas... Juste pour... Voilà, c'est ces petits bouts là. Ces défauts d'alignement, donc ils se sont alignés par rapport aux autres murs et leur limite était là, donc ils sont sur la chaussée. Donc nous on est obligé de refaire borner pour pouvoir récupérer ça et faire la chaussée correctement. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 parcelles. Donc est-ce qu'on les fait une par une ou si on les... Oui. Une par Oui, une ? oui, on les fait une par une. Donc la première, c'est au nom de M. Perra. Voilà. Donc il y avait 0,1 17 centières qu'on a récupéré. Voilà, c'est ça. C'était... Comment ? Monsieur... Ah, pardon. Ah oui, je n'avais pas vu. Donc, alors on va mettre M. Vernin, AM 398 et AM 400. On passe au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité sur Après, ce point-là. c'est M. Perra. Donc c'est pareil. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Après, M. Chaise, la même chose. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Après, Mme Convert. Donc là, c'est la même chose aussi. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et ensuite, monsieur... Non, il y a M. Fradel. Voilà. Et Monsieur Dubien, d'abord. M. Dubien avant. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et ensuite, le dernier, M. Fradel. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Point suivant pour Monique. Pierre-Jean, bienvenue. Tu as une place ici. Roland. Merci. Monique. Non, mais j'attends qu'il s'installe. Voilà. L'attribution des prix aux différents lauréats qui ont participé au fleurissement de la commune pour l'année 2024. Afin de promouvoir le fleurissement de la cité, il est important d'accorder des prix à tous les participants. Nous avons eu cette année 23 participants qui se répartit et avec un jardin de particulier potager ou agrément visible de l'espace public où nous avions 9 candidats. Le jardin de collectionneur, jardin typique, nous avons un candidat. Le décor floral sur façade et cour, 8 candidats et 5 candidats pour appartements en immeuble collectif.
La somme globale attribuée s'élève à 1 410 €. Qui est pour? Qui est contre? D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Unanimité sur ce point. Le point suivant pour Angélique, le point 13, demande de subvention à la région dans le cadre du fonds d'aide à la création d'aires de jeu inclusives. Oui, donc suite au renouvellement des Jeux de la Sablière, donc on avait fait une demande la dernière fois de subvention au département, et là, cette fois-ci, on fait la demande de subvention au niveau de la région sur un montant de 15 000 €, donc c'est le montant maximum qu'on peut demander. Vous avez des questions? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 14, le budget principal, Noélie, le budget 2024. Donc du coup, on va procéder au vote pour le budget 2024. Le budget 2024 se termine avec un résultat de clôture en section d'investissement de moins 356 662,92 € et en section de fonctionnement de plus 343 155,63 €. Est-ce qu'il y a des questions? Plus qu'une question, en fait, c'est une remarque sur ce transfert qui est assez important de l'investissement sur le fonctionnement. Et c'est juste pour expliquer en fait la position de notre groupe sur justement le vote du budget. Donc je vais vous le divulgacher, hein, on va s'abstenir sur les 4 points du budget. Parce que ça nous inquiète le fait qu'il y ait énormément de basculement de des crédits de fonctionnement sur l'investissement. Ça nous inquiète parce que le fonctionnement, c'est tout simplement les services publics de proximité, c'est en l'occurrence la cantine scolaire. Donc, on avait déjà évoqué plus tôt les prix des tickets de cantine scolaire, notamment le fait que les élèves qui avaient des allergies payaient quand même les tickets de cantine. En rognant sur le fonctionnement, effectivement, on est obligé de faire ça. On avait évoqué plus tôt aussi dans l'année la prime pouvoir d'achat pour les agents. On l'avait évoqué en conseil, on avait dit c'est compliqué, etc. C'est de l'ordre de 30 000 € par an, vu le nombre des agents. Ça peut rentrer dans le fonctionnement. Enfin voilà, tout ça pour expliquer, je ne vais pas faire une liste exhaustive, hein, on n'est pas là pour ça, mais tout ça pour expliquer que cette tendance à basculer beaucoup de l'investissement, du fonctionnement sur l'investissement, elle nous inquiète un petit peu, surtout dans ces proportions-là. Ça se fait tout le temps, hein. Pour le coup, il y a toujours ce transfert-là qui se fait. C'est la proportion qui nous inquiète un petit peu, d'où notre abstention. On sait que les budgets sont contraints, donc on ne peut pas avoir une position de blocage. Enfin, de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir une position de blocage, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais juste je finis. Juste notre abstention, c'est vu les budgets qui sont contraints qu'on a, on comprend certaines décisions, celle-ci un peu moins, surtout si elle est amenée à être pérennisée. Ce qui me rassure, c'est que j'ai vu dans le budget prévisionnel, c'est qu'a priori, c'est quand même très réduit pour l'année prochaine, même si à notre sens, ça reste toujours trop important. Voilà. C'est juste pour expliquer la position qu'on va avoir là-dessus. Plus qu'une question, c'est plus une remarque. Voilà. Pour pas juste voter pour, contre ou s'abstenir sans raison. Voilà. Alors, moi, je prends la parole. Moi, du coup, je comprends pas la position de l'opposition, parce que si tu ne dégages pas d'excédent de fonctionnement, comment tu fais pour investir ? Le fonctionnement sert à pardon. C'est ça le débat. Mais le fonctionnement, il sert à faire fonctionner. Investir, c'est très bien. Je ne suis pas contre l'investissement, qu'on soit bien d'accord. Nous ne sommes pas contre l'investissement. Par contre, basculer beaucoup de fonctionnement dans l'investissement, ça fait qu'après on a de très beaux outils qu'on n'a pas les moyens de faire fonctionner. Donc c'est la tendance qui m'inquiète, plus que ce débat sur combien on bascule de fonctionnement sur investissement, etc. C'est cette tendance-là qui, moi, m'inquiète, pour le coup. Après, tout ça, c'est de la sémantique. Parce que l'investissement, il est aussi au service du service public. Et l'investissement, parfois, améliore le fonctionnement. Non, pas toujours. Non, si on investit pour dégrader le fonctionnement, c'est qu'on n'est pas bon. C'est le cas de l'école cette année. La rénovation énergétique de l'école. On investit toujours
pour améliorer le fonctionnement. Sinon, on n'est pas cohérent. Non, il y a une évidente logique à investir pour améliorer le fonctionnement. Sinon, on n'a rien compris au système. Non, on investit tout le temps au service du fonctionnement et non pas l'inverse. C'est pas, vous déformez mes propos là, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, si vous avez dit on préfère. Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Vous avez dit on préfère. Est-ce que je peux finir s'il vous plaît? Mais j'avais pas terminé moi. Ah, excusez-moi. Donc vous avez dit, ouais. Quand le petit bouton s'éteindra. Vous avez dit le fonctionnement est au service du service public. Mais l'investissement aussi en fait. Donc on peut tourner les chiffres de la manière dont on veut les faire parler. Que ce soit du fonctionnement ou de l'investissement. Dans une mairie, on est tout le temps sur de l'investissement pour du service public. L'objectif, c'est de dégager du fonctionnement à travers de l'investissement aussi parfois pour justement améliorer l'excédent. Dégager du fonctionnement, j'ai bien compris, ça c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est juste que quand on m'explique qu'on peut pas donner de prime de pouvoir d'achat parce qu'il faut faire des économies sur le fonctionnement pour le basculer sur l'investissement, moi ça me questionne. Est-ce que c'est une économie qui est raisonnable pour basculer une trentaine de milliers d'euros sur l'investissement? Est-ce que les prix des tickets de cantine, je reviens là-dessus parce que pour le coup moi ça m'avait marqué, à Boin c'est plus de 4 euros, en plein de communes alentours c'est 1 euro, les jeunes qui ont des allergies, qui apportent leur repas, payent la cantine. Ils ne payent pas la cantine, Bah, ils payent aussi l'encadrement. les agents, Ils payent l'encadrement, le chauffage. Mais c'est que pour M. Rochette le fait de ne pas être coupé du coup. Ah, excusez-moi. Voilà. Non, c'était pour savoir, excusez-moi, c'était pour savoir s'il y avait des... Ouais. Non, j'ai été mal élevé, du coup, je m'en excuse, pour le coup. Non, je me suis auto-critiqué. Il faut s'auto-critiquer pour avancer, c'est important. Et juste pour finir, j'ai bien compris que c'est l'accès aux locaux et l'encadrement. Par exemple, si je prends pour le département, dans les collèges, les élèves qui ont des PAI, etc., ils payent pas ces frais d'encadrement et ces frais de chauffage, d'eau, etc. Donc, pour moi, c'est surtout en fait la symbolique on va pas refaire le débat qu'on avait fait là-dessus, hein, mais c'était juste pour citer des exemples. C'est juste qu'il y a des choses symboliques qui coûtent pas grand-chose et on me dit non, juste pour économiser, pour pouvoir investir. Mais moi, je pense qu'on peut questionner ces économies du budget de fonctionnement. Je vais prendre la parole après. Non, mais en réalité, en fait, je pense que mais moi, je comprends ce que vous dites, c'est une différence de point de vue, mais moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que comprenons-nous bien là-dessus, c'est pas du fonctionnement basculer vers l'investissement au détriment du service public, c'est juste ça. C'est pas, je crois que là-dessus on est d'accord. Peut-être que c'est effectivement de la sémantique, mais je voudrais pas que on dise en ressortant de ce conseil municipal qu'on envoie du fonctionnement sur de l'investissement au détriment du service public, sur tout ça. Après, la façon de gérer, je suis tout à fait d'accord avec... je pense qu'on n'a pas la même, c'est une évidence, on ne ferait pas les mêmes choix. D'où la richesse d'avoir des groupes avec des opinions différentes, ça c'est très clair. Mais que la majorité aille sur l'investissement ou sur le fonctionnement, c'est aussi toujours au service de l'intérêt général et du service public. C'est juste ça, moi, ce sur quoi je voulais revenir dans vos propos. Il n'y a pas de jugement. Effectivement, sur la gestion, je suis tout à fait d'accord qu'on n'aurait peut-être pas les mêmes décisions, sinon ça n'aurait aucun sens. Si on pensait tout le temps pareil, vous seriez dans la majorité. Alors, voilà. Alors nous, moi, ce qui m'a heurté, c'est... oui, il y a la proportion qui est inquiétante. Je rejoins l'analyse qui a été faite, qui n'est pas la même que la vôtre. Et vous aviez été absent de certains débats, monsieur le sénateur, parce que vous êtes sénateur, donc ça semble logique que vous soyez absent de certains débats. Et les justificatifs qu'on avait eus à l'époque, c'est pas on veut avoir de l'argent pour investir. On nous a dit qu'il n'y avait pas les ressources nécessaires sur la prime de pouvoir d'achat ou autre. Et on remarque qu'aujourd'hui, ce dialogue était tronqué. C'est pas qu'il y avait un problème de ressources, c'est que il y a un choix politique d'aller sur l'investissement. Enfin, c'est l'impression que ça donne.
on se doit de mettre. Vous avez parlé de la masse salariale, vous avez parlé de la cantine. En effet, comme dit Pierre-Jean, c'est des choix que l'on fait. Je dirais, on fait des choix en disant on ne veut pas que ce soit non plus totalement gratuit parce qu'on a des agents qui travaillent. C'est des biens qui appartiennent à la commune pour lesquels on amène du chauffage. Donc on avait arbitré, mais ça c'est la façon dont nous avions arbitré en disant c'est pas 4 €, c'est la moitié. On n'était pas dans l'esprit de faire des économies en disant on leur demande 2 €. C'est aussi pour avoir une règle par rapport à l'ensemble des enfants. Voilà. Sur la masse salariale, on se doit de contenir notre masse salariale et les choix ont été faits pas sur une prime, mais sur des augmentations. C'est de l'arbitrage qui a été fait lorsque l'on a pris nos décisions. Voilà. Donc ça revient à ce qu'a dit Pierre-Jean, c'est de l'arbitrage d'un groupe par rapport à un autre groupe. Jérôme vient de me glisser que les agents n'avaient jamais eu autant de primes que cette année. Donc, on a quand même fait des efforts et voilà. Donc, du coup, je veux dire, même s'ils n'ont peut-être pas eu la prime pouvoir d'achat que vous dites, ils ont quand même été récompensés autrement, en fait. Donc, ils ont quand même... On ne peut pas négliger ça. Pardon, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de prime en général et que j'ai bien précisé la prime pouvoir d'achat. Parce que c'était pour le coup des échos qu'on avait eus, nous, des agences. C'était quelque chose, effectivement, qui se fait dans certaines mairies et que certains ne comprenaient pas pourquoi ça faisait forcément à Boin. D'où ma question. Surtout que ça représente à peu près un peu moins de 10% de la bascule. Donc c'est en termes de crédit. Donc la question a été légitime. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, c'est des arbitrages, c'est des choix. Et on est justement là, c'est notre rôle aussi, hein, justement, de mettre en évidence que ce n'est pas quelque chose qui découle de manière logique, qui tombe du ciel, etc. Non, c'est des choix politiques derrière. Voilà. C'est juste ça. Il faut juste que tout le monde en ait bien conscience. C'est juste ça. Voilà. 10% de la bascule, c'est le prix de la chaudière à l'école. Voilà. Donc après, chacun arbitre comme il veut. Hein. C'est le prix de plein de choses. On ne va pas faire une liste, hein, mais oui. C'est au vote, du coup. Pardon. Ah oui, pardon. C'est vrai. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Point suivant, le point 15, Noélie. Le budget primitif, année 2025, budget principal. Donc pour l'année 2025, les comptes fonctionnement et investissement, c'est l'équilibre de la façon suivante. En investissement pour 2 356 256,33 € et pour le fonctionnement 3 169 542,16 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Avant le point 16, lorsqu'on aura fini de faire le budget, on vous fera passer les arrêtés et signatures liées au budget que l'ensemble des conseillers municipaux doivent voter. Donc les personnes qui ont des procurations votent aussi pour la personne dont ils ont la procuration. Il y a 2 exemplaires et il y aura 4 pochettes dans lesquelles il faudra que tout le monde vote. Voilà. Merci. Noélie, point suivant, c'est le point 16, approbation du budget 2024 au niveau de l'ancien hôpital local, espace Céladon. Alors donc les comptes de l'ancien hôpital local pour l'année 2024 se clôturent pour une section d'investissement pour 578 827,57 € et en section de fonctionnement pour moins 188 392,76 €. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. J'attends. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Point suivant, Noélie,
Point 17, vote du budget primitif année 2025, budget annexe, ex-hôpital local. Donc, le budget primitif 2025 pour l'ancien hôpital local s'équilibre de la façon suivante. En investissement pour 4 894 577 000,26 € et en fonctionnement pour 426 418,06 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et dernier point, le point 18. Ah non, pas dernier, pardon. Approbation des taxes locales 2025, commune de Boin-sur-Lignon. Donc, le taux des taxes locales reste inchangé par rapport à 2024. Nous ne faisons pas d'augmentation. Donc, les taux sont pour la taxe foncière bâtie 17,11% plus 15,30, soit 32,41%. Et pour la taxe foncière non bâtie, 42,34%. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Ah si, il y a une question. Ah, pardon, j'avais pas vu. C'est sur les taux? Oui. Non, moi je vais quand même signifier que les taux, je trouve que sur la présentation, faut vraiment, ils n'ont pas bougé, quoi. Toujours pas. Non. Il y a combien de communes sur Loire-Forêt qui n'ont pas bougé leur taux depuis pas loin de 10 ans? À mon avis, pas beaucoup. Voilà. Donc, plus de 10 ans. Ah, excuse-moi, merci de nous en mettre plein là, mais je refuse de voir le temps passer, ça fait plaisir. Non, mais il y a combien de communes? Enfin, alors, il est évident que pour en revenir au débat qu'on a eu tout à l'heure, ça c'est clair que les choix politiques, ils sont le reflet de nos valeurs et de notre histoire personnelle, j'aurais tendance à dire. Et je crois qu'il faut respecter toutes les histoires personnelles, parce que on est comme on est, le fruit d'une vie familiale, professionnelle et tout ce qui va avec. Mais moi, je tiens quand même à noter l'effort, quoi, parce que des communes, j'en vois pas mal sur le département de la Loire. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas touché leur taux depuis 10 ans. Alors, il est vrai que les bases, elles bougent, c'est clair, les bases bougent. Donc, quand on dit aux gens les taux n'ont pas augmenté, ils disent ouais, mais on paye plus de taxes qu'auparavant, parce que les bases sont évolutives, mais les bases, on n'a pas forcément la maîtrise, ça ne dépend pas de nous. Mais l'effort qui est fait par la commune de ne pas bouger les taux, combien de temps ça tiendra, je ne sais pas, parce qu'à un moment, on sera obligé aussi de suivre l'inflation. Mais moi, je tiens à noter que c'est quand même un bel effort. Enfin, je tiens à le rappeler parce que malgré tout, les engagements qui sont durs à tenir dans le temps. Hein, mais saluez l'effort. On n'allait pas prendre la parole sur le point, mais monsieur le sénateur nous a invités presque par sa réponse à le faire. Il ne faut pas prendre les contribuables Boinay pour des gens qui ne savent pas compter non plus. Les taux ne suivent pas l'inflation encore eux, parce que si depuis qu'ils sont mis, ils suivaient l'inflation, on aurait des taux à 1500%. C'est les valeurs locatives qui suivent l'inflation, et elles ont bien suivi l'inflation à Boin, voire elles ont été augmentées un peu plus. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les taux n'ont pas monté à Boin, mais vous traversez le Lignon, vous allez à Trelin, et vous allez voir une imposition presque 2 fois inférieure. Vous traversez une rue dans Boin, vous arrivez à Sainte-Agathe-la-Boutresse, pareil, le taux est 2 fois inférieur. Alors je comprends que la mairie régule et ne veut pas augmenter l'hémorragie des taxes foncières à Boin, mais ne prenons quand même pas le contribuable boinais pour ce qu'il n'est pas. Merci, c'est intéressant, parce que 1000% d'inflation, j'aimerais comprendre là, le raisonnement. J'aimerais vraiment comprendre. La main sur les valeurs locatives, si vous savez faire, il faut nous expliquer. Hein. Faut vraiment nous donner la clé faut nous expliquer. Hein. Comparer la commune de Boin avec une commune qui a beaucoup moins de charges de fonctionnement liées à sa fonction de centralité. Enfin, c'est mélanger les choux et les carottes, hein, je suis désolé.
On peut comparer aussi la commune de Boin avec la ville de Paris en disant oui, on paye moins d'impôts qu'à Paris. Ça ne veut absolument rien dire. Je suis désolé, ça ne veut absolument rien dire. Il faut comparer ce qui est comparable. J'aime pas. Je pense que quand on va sur des débats de fond où on veut intéresser les gens, il faut être sur des propos qui sont raisonnables. Quand vous dites que faut pas qu'on prenne les gens, vous sous-entendez, pour des idiots, on prend pas les gens pour des idiots. Moi, ce que je vous dis, c'est combien de communes autour n'ont pas augmenté les taux. Vous me dites comparer avec une commune qui a 6 fois moins d'habitants et qui n'a pas de service public en même quantité. C'est pas comparable. C'est absolument pas comparable. Et si on compare les attributions de compensation de ces communes-là, ça n'a absolument rien à voir. Donc tout ça a un impact sur le budget de fonctionnement. Vous voulez qu'on compare les AC de la commune de Boin avec les AC des communes environnantes? Et là, vous allez avoir une réflexion de fond. Parce que là, il y a un sujet pour le coup. Mais tout ça est d'une logique implacable. Les AC de Boin, elles sont beaucoup plus importantes que les communes autour parce qu'elles révèlent, elles reflètent la réalité de la centralité. C'est évident. Il faut comparer ce qui est comparable. Sinon, on peut tout dire. Les 1000% d'inflation, je ne l'avais pas vu venir, hein, sincèrement. 1000% d'inflation, on sera tous morts. Hein. Depuis que la taxe foncière existe, oui, la monnaie a bien fait ça. Hein. La taxe foncière existe, oui, la monnaie a bien fait ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas suivre le taux d'inflation, mais bien la valeur locative. Sinon, vous avez des taux qui deviendraient débiles au bout d'un moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous qui avez comparé d'abord avec les communes environnantes en disant oui, mais les communes environnantes, elles n'ont pas augmenté vos taux. C'est pas moi qui ai apporté ça au débat. Hein. C'était les communes de Loire-Forêt, de la Loire. C'est pas grave. En réalité, c'est pas grave. C'est pas grave. La seule chose que je dis, ce que j'ai dit précisément, c'est des communes, j'en vois beaucoup. Je les vois toutes dans le département. Et sur les 323 communes, bah, si vous aimez les chiffres, vous regarderez combien n'ont pas augmenté leur taux depuis 10 ans. C'est tout. Le débat, on peut le faire toute la nuit. J'ai pas compris l'histoire depuis que la monnaie est créée. J'ai pas compris 1000% d'inflation. C'est pas en France. C'est dans les pays peut-être d'Amérique du Sud, mais c'est pas chez nous. Hein. Heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement, parce que 1000% d'inflation, nous, on n'existe plus. Non, il faut véritablement. Je crois que sur les chiffres, on est sur un sujet qui est sérieux parce qu'on parle véritablement de la vie des gens. Ça a un impact direct dans les foyers. On peut avoir des divergences de point de vue sur plein de choses. Après, ce que je dis, c'est factuel. Les taux qui sont à la main de la mairie, volontairement, par une politique volontariste, n'ont pas été bougés. C'est tout. Après, ça, c'est implacable. Hein. On peut être d'accord ou pas d'accord sur plein de choses, mais après, moi, il faut me prouver le contraire de ça. Les taux, ils n'ont pas changé. Les valeurs locatives, elles bougent, mais c'est pour toutes les communes de France et de Navarre. C'était pour resituer. Les valeurs locatives suivent l'inflation, donc évidemment, l'impôt de Boin suit automatiquement l'inflation. Et donc, il ne faut pas s'engourdir de dire on n'a pas suivi l'inflation sur les taux, parce qu'en fait, ça se fait sur les valeurs locatives, ce que vous sembliez ignorer. Et les taux, eux, sont à part. Voilà, c'est tout. Mais si on avait augmenté les taux, c'était la double peine pour le contribuable. Et je vous rappelle qu'avant que ce soit nous, les taux, ils augmentaient. Je vous invite à aller regarder les chiffres. Ils augmentaient toutes les années, comme la valeur locative qui augmentait toutes les années. Donc avant, c'était la double peine pour le contribuable. Depuis 2014, ce n'est pas le cas. Il prend, ouais, effectivement, sur la valeur locative, mais pas sur les taux. Je suis ravi de venir parce que visiblement, mais franchement, le débat est intéressant. Non, mais au-delà du fait qu'on ne soit pas d'accord et que vous fassiez des jugements de valeur sur ma personne, sur le fait que je ne connaisse pas le fonctionnement des valeurs locatives. Bon, on pourra en parler un petit moment. Je pense qu'au bout d'un moment, on serait bloqué, mais c'est peut-être pas moi qui finirais bloqué, hein, parce que ça va, le sujet, on l'a gratté un bon moment. On peut en parler de ça très longtemps. Il y a des communes, quand il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, qui ont volontairement augmenté leur taux avant la suppression pour bénéficier de la compensation de l'État. Des communes qui ont triché. Je n'ai pas peur de le dire, des communes qui ont triché, qui sont allées faire la poche des gens, de leurs administrés,
Il y en a plein en France, plein, beaucoup. Comme la compensation de la taxe d'habitation allait se faire par l'État, beaucoup ont augmenté les taux avant la suppression. Ce qui fait que finalement, les gens, la taxe d'habitation a été supprimée, et ils n'ont pas vu de différence sur leur fiche d'impôt. Le différentiel est arrivé dans les caisses de la commune. Ça n'a pas été fait à Boin, ça n'a pas été fait dans d'autres communes de la Loire, mais ce n'est pas la majorité des communes de la Loire. C'est tout, c'est pas la majorité. Et ça, c'est factuel, c'est factuel. Les taux qui sont à la main du conseil municipal, à la main des élus qui siègent dans ce conseil municipal, depuis 10 ans, n'ont pas été touchés. C'est une politique volontariste, qu'on le veuille ou non. On peut être contre, on peut avoir des désaccords, on peut parler des valeurs locatives toute la nuit, les taux, ils n'ont pas bougé. Que ça se traduise pas par une stabilisation de la taxe en elle-même, là-dessus je suis d'accord, mais ça c'est pas à notre main. C'est pas à notre main. Le taux n'a pas bougé. Factuel, vous prenez vos 10 dernières taxes foncières, vous pourrez le constater. Et les autres taux ne sont pas décidés par la commune. Je peux juste apporter un élément au débat. Donc, je suis en train de regarder sur les données de la DGFiP. Pour l'année 2023, les communes de taille comparable à la commune de Boin, donc entre 2000 et 3500 habitants, avaient un taux, pour ce qui est du foncier bâti, supérieur de 4 points au taux qui est voté sur Boin, et pour le foncier non bâti, supérieur de 6,5 points par rapport à ce qui est voté à Boin. Voilà, c'est au moins on a des choses qui sont comparables. Un commentaire sur ce que tu as dit, Pierre-Jean, sur les AC. En fait, effectivement, on a fait un certain nombre d'opérations qui nous ont permis de dégager, je dirais, de la marge sur le fonctionnement, en particulier la reprise des gymnases et des ACM. Ça s'est traduit par, je dirais, l'AC, avant qu'on le reprenne, nous coûtait on touchait 314 000 en fonctionnement. Et elle nous coûtait 155 000 en investissement tous les ans. Et le fait qu'on ait fait l'opération en 2023, qui est apparue dans les comptes en 2024, on est passé à toucher 633 000 de la part de Loire-Forêt. Et notre quote-part en termes d'investissement, elle est passée de 150 000 à 12 000. Donc voilà, ça sont des mécanismes sur lesquels on ne fait pas beaucoup de publicité, mais qui ont, pour reprendre le débat tout à l'heure au niveau de comment on fait pour dégager, je dirais, de la ressource, de l'excédent au niveau de fonctionnement, mais ça y contribue, quoi. C'était simplement un commentaire supplémentaire. Juste intervenir sur un des arguments de M. Rochette. Quand vous dites là, on parle des taux, là, c'est du sérieux, là, on parle de la vie des gens. Oui, après, là, on parle des taux, on parle aussi de la vie des gens, beaucoup plus peut-être prioritairement quand on parle de leur santé, de leur environnement, de leurs écoles, on parle aussi de la vie des gens. Donc là, on a un débat autour d'un taux, et très bien. Et c'est quand vous insistez, là, on y est, là, on est. Il y a beaucoup d'autres sujets où on est dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'est le budget. D'accord. C'était aussi l'argument précédent sur le budget, pour dire, pour financer le service public, l'investissement aussi, oui, le fonctionnement. En gros, si on fait des grosses cases, il y a beaucoup de salaires, là aussi, c'est le service public. Et l'investissement, il y a beaucoup de choses, il y a aussi des salaires. Mais, donc, toujours intermédier les choses. Les taux, oui. Avant les taux, il y a quelque chose. Avant l'investissement, voilà, c'est un peu la même logique, quoi. Oui, mais M. Gaumont, vous avez raison. Le seul truc, moi, quand je vous dis là, on touche c'est que c'est un sujet qui touche tout le monde. Quand on parle de certains services publics sur la commune, parfois ça ne concerne pas toute la population. C'est pas tous les services publics qui sont qui apportent un service à toute la population. Parfois, on n'a que des segments de la population qui sont concernés par certains services publics. Pour le coup, sur les taux, on touche toute la population. C'est ce que je veux dire par là. Et là, pour le coup, oui. D'où les exemples cités, santé, environnement, il y a d'autres points qui concernent tout le monde. Heureusement. Et qui sont sérieux. Heureusement, c'est le sens du conseil municipal. Sinon, il n'y a plus besoin d'un conseil municipal, bien entendu. Sinon, on délègue la gestion des communes à des fonctionnaires et puis ils n'ont plus besoin de décisions politiques sur une règle. Et bien entendu qu'on prend des décisions pour
pour la vie des administrés, c'est évident, je suis d'accord. Allez-y, non, allez-y. Juste une remarque, qu'on dit tout le monde, c'est tous les propriétaires. Hein. Puisque, voilà, c'est ça, c'est pas tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Même si en soi, effectivement, si la taxe foncière bouge, a priori, les loyers augmentent. Enfin, bon. Mais ces mécanismes-là, ils sont moins clairs, et ils ne dépendent pas de nous en tout cas. Très juste, voilà. Vous avez raison, voilà, tous les propriétaires. C'est juste la remarque là-dessus. Tout à fait, exactement. Tous les propriétaires, y compris les bailleurs sociaux, tous ceux qui sont... Mais vous avez complètement raison, tous les propriétaires. Y a-t-il encore des questions ou on peut passer au vote? Tu passes au vote? Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Point suivant, Noélie. Point 19, neutralisation, amortissement AC, Loire-Forêt. Donc il convient de délibérer afin de neutraliser les opérations d'attribution de compensation de Loire-Forêt. Donc en section de fonctionnement et en section d'investissement pour le montant de 13 294,38 €. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point 20. Remplacement d'un membre du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale suite à la démission de Madame Chambon. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le conseil d'administration est constitué de 7 membres élus au sein du conseil municipal et 7 autres nommés par le maire, qui représentent le monde associatif ou caritatif. Madame Chambon a démissionné, il convient donc de la remplacer. Madame Chambon était sur la liste de Clément Gaumont. Geoffrey Enjolras s'est porté candidat pour remplacer Madame Gaumont. Y a-t-il d'autres personnes? Pardon, Madame Chambon, excusez-moi. Donc, y a-t-il d'autres personnes de la liste de Monsieur Gaumont qui seraient candidats? Aucun candidat. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce vote. Donc, nous passons au point d'information. Le premier point d'information demandé par M. Gaumont sur le local syndical UL. Ah, donc c'est... Alors, ils ont dit on va laisser ce point au plus ancien. Comme je suis le doyen du groupe, c'est moi qui m'y colle. Donc on parle du local Union locale de Boin qui est mise à disposition depuis une date incertaine par la mairie. 2007. Voilà. L'Union locale de Boin, c'est quand même assez important. Il y a un peu un rapport historique d'utilité publique et un peu intime avec la force des travailleurs de Boin. On est sur des gens qui se battent sur des choses assez simples. Ils ont beaucoup de problématiques d'aide sur les PME, surtout sur les petites entreprises. On ne parle pas d'un syndicat qui va faire une grève pour changer une loi. On parle d'un syndicat qui fait un combat de tous les jours auprès des salariés. Donc on parle de choses simples, un problème de communication entre un employeur et un salarié souvent. On essaye de mettre un peu d'huile. Les patrons n'aiment pas trop ça, mais ils aiment bien aussi avoir des salariés qualifiés qui viennent travailler. Et les salariés qualifiés aiment bien avoir un UL pas loin de leur lieu de travail. Sinon, ils ne viennent pas, ou très cher. Donc, c'est un service important. Donc, j'ai l'historique, un bail du 1er juillet 2007. Et le 13 mars 2025, ils ont une... alors, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Excusez-moi. Le 13 mars 2025, ils ont une rencontre avec M. Massacrier et M. Januel. Alors, ce que je vais dire là, c'est les propos qu'on m'a rapportés de l'UL. Vous pourrez affirmer ou confirmer. Qui les sommes de trouver une autre place. Alors, on les a orientés vers un bailleur privé, apparemment. C'était pas la première fois qu'il y avait une rencontre. Ils m'ont rapporté une rencontre en septembre 2021 avec
Enfin, ils m'ont plutôt rapporté une rencontre le 6 juillet 2021 avec Monsieur Regef. À l'époque, on parlait de basculer sur l'espace Céladon, enfin sur un lieu public, passer d'un lieu public à un autre lieu public. Et on a eu des échanges plus lointains avec Monsieur Pupier, alors qu'il n'est pas présent, qu'il ne pourra pas affirmer ou pas. Monsieur Rojas, lui, pourra dire, il m'a dit en off qu'il ne se souvenait pas de cet échange, donc je ne peux pas dire qu'il a eu lieu, c'est les propos qu'on m'a rapportés. Donc Monsieur Pupier, qui lui aussi avait parlé en 2016, dans une rencontre le 2 mai 2016, de basculer le local de la Maison Moisieux à l'espace Céladon. Aujourd'hui, vous avez bien rempli l'espace Céladon et il n'y a plus de place dans cet espace. J'ai du mal à comprendre la nécessité de sortir. Je sais que la Maison Moisieux a beaucoup de travaux à faire, hein, mais je vois mal la nécessité d'expulser du domaine public Sétuel auquel les Boinais sont très attachés. Vous pourrez m'y répondre. On les accompagne. Je dirais, on leur a demandé de partir parce que la chaudière est en panne. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que des radiateurs électriques dans cette bâtisse. Et elle est plus viable. Donc aujourd'hui, il est préférable d'aller chercher un local ailleurs. Et Monsieur Roland Januel cherche actuellement, enfin je dirais, c'est pas dans les compétences d'une commune que de faire l'agent immobilier, mais on est sensible à l'association et on les accompagne pour trouver un nouveau local. Voilà, pour répondre à votre question. Oui ? Juste le motif de la chaudière justifierait bien une demande de départ de leur part, mais pas une demande de quitter les lieux, si ? Non, mais nous, donc, le bâtiment est plus aux normes, il ne chauffe pas, on va pas investir dans les médias pour réparer la chaudière, donc on ne peut pas garder des locataires dans ces conditions-là. Mais on les accompagne pour trouver un autre local. Ils ne sont pas locataires. Oui, d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant là que vous soulevez, parce qu'ils sont à titre gratuit. Oui. Ils sont à titre gratuit, et vous savez combien la commune paye chaque année pour l'électricité, le gaz, l'eau, la dératisation. Donc là, on parlait des taux tout à l'heure, on parlait du budget de la commune. C'est un budget en 2022, plus de 7 000 €, en 2023, plus de 6 000 €. L'année dernière, comme il n'y a plus de gaz, il y a plus de gaz, 3 200. C'est des sommes qui ne payent pas. Les autres associations ont des loyers, ou quand nos locataires payent leur loyer et payent leurs charges. Est-ce qu'une proposition a été faite à l'UL pour voir si ensemble, du coup, ils pouvaient, parce qu'eux, ils ont peut-être meilleur compte de payer des charges que vous payez actuellement, et que d'aller louer ailleurs? Il y aura une autre problématique, hein, c'est que le bâtiment n'est pas aux normes ERP. Hein. Or, ils reçoivent du public. Ça a beau être un ERP de 5e catégorie, il faut qu'il soit aux normes quand même. Hein. Et la mise aux normes, ouais. On sait combien coûterait la mise aux normes? Alors là... Le château, c'est incommensurable. Franchement, le coût de la mise aux normes pour maintenir en ERP, si c'est la location de l'UL qui doit compenser, même en 25 ans, le coût d'investissement, vaut mieux qu'ils trouvent un autre bureau chez un privé. Hein. Sauf si je n'ai pas compris, pour compléter, c'est bien le sens de la démarche que vous avez fait, en leur disant, même si sur la forme vous n'êtes pas d'accord, ça vous choque au niveau de la terminologie, mais c'est bien le sens de ce que vient de dire Anne, c'est-à-dire de les accompagner pour trouver un nouveau local. Donc sur le fond, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais on est très vigilant sur l'aspect énergie, parce que vous le verrez dans les comptes réels de 2025 quand ils apparaîtront, d'accord ? C'est qu'on est dans des scénarios sur le plan électricité où ça fait plus 40, plus 50, hein, d'accord ? Même en faisant des groupements de chats. Donc tôt ou tard, ça va se répercuter sur les coûts de fonctionnement dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un moment, une fois qu'on connaît bien ces bâtiments, il faut faire des choix, et ça c'est un choix.
Et même s'il était logique, puisqu'à une époque, il y avait eu un projet de réhabilitation de l'ancien bâtiment, d'accord, et c'est les budgets, globalement, quand vous mettez le doigt, on l'a vu sur d'autres scénarios sur la commune, on y passe tout entier, quoi. Donc, parce que à partir du moment où vous faites ERP, vous avez des critères, on l'a vu sur la rénovation donc, de l'espace Céladon, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui, il faut qu'on prenne l'habitude de l'appeler ainsi, d'accord. C'est très exigeant aujourd'hui en 2025 au niveau, je dirais, des conditions de sécurité, d'homologation, hein, dès qu'il y a ERP. Alors le paradoxe pour votre information, c'est que c'est plus simple de recevoir les demandeurs d'asile dans le CADA, d'accord, en termes de contraintes, etc. Mais dès qu'on fait ERP, on est dans des scénarios extrêmes. Donc ça coûte pas un bras, mais 2 bras. C'est réglementaire, ouais. À juste titre, hein, d'ailleurs, puisqu'on reçoit du public, les conditions de sécurité, c'est même pas discutable, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais au niveau de l'énergie aujourd'hui, quand on connaît ce bâtiment, qu'on connaît les locaux où ils étaient, sérieusement, ça leur rend service que de leur trouver un autre lieu, je dirais, d'installation. Hein. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Juste, moi, j'ai pas prévu d'intervenir sur ce point, parce que, pour rien vous cacher, je suis un peu jugé parti là-dessus. C'est pas mon UL, mais c'est mon syndicat qui est concerné, donc je voulais juste initier un raisonnement, c'est qu'effectivement c'est très compliqué pour les syndicats maintenant de trouver à pas cher, enfin tous syndicats confondus, hein, à pas cher, des lieux pour tenir leur permanence, pour recevoir du public, en effet. Et je trouve que, a priori, j'ai compris qu'il y avait 17 demandes dans l'espace Céladon pour compléter, qui avaient été faites. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à terme à une zone dans l'espace Céladon pour accueillir pas qu'un syndicat, effectivement, l'UL, la CGT de Boin, il y a un attachement, elle est historique sur Boin, etc. Mais je pense que ce n'est pas le seul syndicat de Boin. Donc est-ce qu'on pourrait avoir une réflexion là-dessus sur comment est-ce qu'on pourrait accueillir tous les syndicats, pas que les syndicats nouvriens, pourquoi pas aussi, mais avoir une sorte de maison des syndicats dans l'espace Céladon. Enfin, c'est quelque chose qui peut être intéressant en termes de réflexion. J'ouvre, hein, c'est juste une ouverture. Hein, c'est simplement pour vous répondre. En fait, quand j'ai cité le chiffre tout à l'heure, ça concernait les 2 étages qui sont réservés à la maison de santé pluridisciplinaire, puisqu'il y a un enjeu bien spécifique par rapport aux professionnels de la santé. Donc, il n'est pas question, je dirais, dans la circulation des personnes, de mélanger, je dirais, les flux, parce que, et à juste titre, ils ne seraient pas venus. On leur doit une certaine sécurité, une certaine indépendance vis-à-vis de leurs clients. Donc ça, par rapport à votre demande sur mon commentaire, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on peut se poser la question, c'est de dire que les espaces qui sont réservés et qui sont sous la responsabilité de la commune, c'est-à-dire la MJC, tel qu'on l'a imaginé, les mètres carrés, etc., là, mais quand les gens vont s'accaparer, enfin, rentrer dans cet espace, on leur a demandé, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive, effectivement de mutualiser un certain nombre d'équipements et d'espaces. Pour que mon propos soit clair, si vous prenez par exemple tous les placards, il y a des murs de placards et qui sont tous sécurisés et badgés. C'est-à-dire qu'une assoce qui vient, dans la mesure où on arrivera à faire fonctionner, je dirais, il y a plus de 50 associations à Boin. Donc si tout le monde veut venir à l'espace Céladon, ça va faire short l'espace pour chacun. Donc si on change les habitudes, parce que les conditions économiques, en particulier sur l'énergie, même si on a fait des paris là aussi, qui devraient nous garantir des coûts faibles, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, vu l'époque qu'on traverse sur cet aspect des choses, des inversions de tendance. Mais si on arrive à faire changer les habitudes, c'est-à-dire qu'on est capable de partager un espace à plusieurs, parce qu'on l'a organisé, on l'a conçu comme ça avec les architectes et tout le monde y a participé, ça veut dire que peut-être que demain, effectivement, sous des passages provisoires, en jouant le jeu de la réservation et en ayant un espace personnalisé pendant un espace de temps de quelques heures, oui, ça peut s'envisager. Mais ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il faut que les gens rentrent, qu'ils retrouvent leurs habitudes. Je pense aux gens de la MJC, puisqu'il y a beaucoup d'adhérents. Donc il faut que tout le monde retrouve ses habitudes, le local de danse, etc., les enfants, la cuisine. J'espère qu'on pourra vous faire des reportages sur tous les investissements qui ont été faits. Mais pourquoi pas pour répondre à votre propos, oui. Mais pas aujourd'hui, parce que, sérieusement,
Sérieusement, je pense qu'il y a cette espèce... alors, le paradoxe un peu, c'est comme... je regarde Pierre-Jean, c'est comme quand on a fait l'entrée de ville, quoi. On était très critiqués, et puis après, c'est rentré dans les normes. Là, la dernière fois, vous m'avez interpellé sur un certain nombre de commentaires qui apparaissaient sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit ce que j'en pensais, je n'y répondais pas, parce qu'on tient à garder notre sagesse pour pouvoir sortir tout ça. Mais oui, je parle de sagesse, parce que quand on croise les gens dans la rue qui me disent « Ouais, il y a des poteaux, oui, ça marche pas, etc. » J'écoute, je réponds pas, parce qu'ils ont lu ça sur les réseaux sociaux, ça correspond pas à la réalité. J'ai emmené 2-3 personnes, d'accord, quand ils ont visité, ils ont dit tiens, c'est marrant, c'est pas ce que j'ai lu sur Facebook. Voilà, donc je vous apporte un témoignage personnel. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand les gens auront découvert l'espace qui est à disposition de la collectivité, parce que vous l'avez vu dans le budget annexe, c'est un investissement colossal qui est fait pour 30 ans, pour plusieurs dizaines d'années, ben, on peut imaginer demain des scénarios de collaboration peut-être un peu plus intelligents que ceux qu'on côtoie ou qu'on a récupérés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il nous coûte cher, tout a changé. Voilà. Je suis désolé de ce commentaire, mais je voulais faire cette mise au point. Allez-y. Merci Robert. Je vais appuyer un peu le processus de M. Rogeff. Et en effet, excusez-moi. Et en effet, un lieu collaboratif où l'union locale a juste des horaires ciblés et qui est sur un lieu qui est partagé avec d'autres associations ou autres, pour moi, est tout à fait faisable. Elle a besoin de 2 grands placards, d'un endroit pour mettre un ordinateur, une imprimante. Et puis ça fait source de partager les locaux avec d'autres associations ou d'autres choses. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ce soir. J'ai du mal à vous comprendre. Ah non, j'ai dit que c'était un scénario potentiel. Voilà. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ici autour de la table dans les associations, il y en a plus de 50. Donc vous imaginez bien qu'en termes d'organisation, si on sort la MJC, qu'il y en a 49 qui viennent, c'est chaud patate en termes de planning, hein, on est d'accord ? On va proposer cette réflexion de pouvoir avoir des bureaux partagés, ça les intéresse pas du tout en fait. J'étais à La Réunion, on leur a proposé, et ils veulent un local qu'ils utilisent 1 fois par semaine pour une permanence, et pour le reste, c'est, on va dire, au fil du temps. Donc ils savent pas vraiment, on va dire, combien de personnes peuvent être accueillies au fil de la semaine, et on a essayé d'envisager plusieurs possibilités en fait avec eux. Alors, là, j'entends très bien ce que vous dites. Et je pense que je vais plaider cette cause auprès de l'UL. Je vais reprendre rendez-vous avec eux pour que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on puisse mutualiser. Aujourd'hui, la maison Moisieux est en état mauvais. Il n'y a pas d'urgence sanitaire à l'évacuation du local. Mais il y a quand même une urgence à accompagner les gens vers d'autres méthodes de fonctionner et partager un local en ayant des placards privés, ça semble tout à fait sain dans les enjeux futurs. Nous les accompagnons depuis le début. Laure, tu voulais rajouter quelque chose ? Non ? On peut passer au point suivant. Le point suivant, zone humide de Champ-Bayard. Oui, merci. Si les enjeux d'information publique et de liberté d'expression sont plus que jamais d'actualité à travers le monde, cette intervention a bien pour vocation de présenter des événements bouennais, récents, qui ont laissé derrière eux des questions et parfois des inquiétudes à vous faire part ici. Le 11 mars dernier, au Conseil communautaire LFA, nous avons voté l'annulation de la modification numéro 2 du PLU de Bouin, qui comprenait l'extension de la zone d'activité de Champ-Bayard. La note de synthèse mentionnait des études environnementales commandées par LFA qui ont révélé des zones humides. Ces études font écho à celles réalisées en 2019 par Paul Royal, ingénieur de l'École nationale supérieure de géologie de Nancy, expert agréé par la Cour d'appel et la Cour administrative d'appel de Lyon.
L'étude de Paul Royal avait été commandée par l'association CES dans le but de documenter l'environnement à Champ-Bayard, où il est encore question aujourd'hui de construire une centrale à bitume et une unité de concassage de Frésa, issue de rabotage d'anciens revêtements routiers pouvant contenir amiante et goudron. Le travail de M. Royal avait été rendu public par CES dans le cadre de l'enquête publique du projet STAL-TP. Son travail avait également été envoyé à LFA et au service de l'État, et il avait aussi été présenté à la réunion d'information publique organisée par CES le 3 février 2023 à Bouin. Outre le projet STAL-TP, je souhaitais m'informer de cette nouvelle étude environnementale, les zones humides étant autrement plus décisives pour notre avenir que l'expansion économique du bitume. L'étude zone humide ne figurant ni dans les annexes à la convocation au Conseil, ni sur l'intranet de l'agglomération, ni sur son site internet après le Conseil, j'ai appelé le service compétent, la planification urbaine, pour obtenir auprès de LFA, mais l'accès à l'étude m'a été refusé. On peut se demander ici dans quelle mesure refuser l'information communautaire aux élus communautaires participe efficacement à l'amélioration de la qualité du débat démocratique communautaire à Loire-Forêt Agglomération. J'ai néanmoins été informé que l'étude recherchée avait été envoyée à la mairie de Bouin et qu'il était préférable que je l'obtienne plutôt de sa part. J'ai demandé pourquoi, mais cette question reste aujourd'hui sans réponse. J'ai donc appelé M. Massacrier pour obtenir cette étude. Il a pris note de ma demande et c'est M. Lafay qui m'a rappelé en présence de M. Massacrier et Mme la maire. Ludovic m'a confirmé disposer de l'étude recherchée. Il m'a fait part de son accord. Selon lui, je devais bien avoir accès à cette étude. Néanmoins, il m'a également fait part de son cas de conscience, dans la mesure où il lisait sur l'étude « ne pas diffuser, ne pas transmettre au public », mention suffisante, selon lui, pour me refuser l'accès de cette étude, malgré mon statut d'élu communautaire, élu municipal et membre de la commission urbanisme. Le lendemain, j'appelais donc le cabinet du président LFA pour obtenir l'étude. Il me répondit devoir vérifier s'il pouvait me la transmettre. Pour comprendre en quoi cette demande d'un simple fichier PDF comprenant de l'information publique méritait autant de circonvolutions protocolaires, j'ai appelé la sous-préfecture qui m'a conseillé d'effectuer ma demande par écrit, ce à quoi je me suis exécuté. Si le cabinet du président m'a ensuite transmis l'étude, il n'a pas répondu à l'ensemble des questions réglementaires apparues entre-temps, qui relèvent de notre information publique ici à Bouin et sont à ce titre bien plus importantes que l'obtention d'une étude environnementale en particulier. Pourquoi cette étude ne figurait pas aux annexes de la convocation alors qu'elle était bien mentionnée dans la note de synthèse? Pourquoi les équipes compétentes ont pour consigne de rediriger les demandes de cette étude à un seul homme, le directeur de cabinet, quand ce dernier a cru bon me faire part de la charge de travail qu'est la sienne, alors que ma démarche initialement effectuée auprès des services compétents prenait déjà bien en compte cette précision? Pourquoi et par qui précisément cette étude a été notée ne pas diffuser, ne pas transmettre au public, tel que me l'a rapporté Ludovic, alors que le Code des relations entre le public et l'administration semble pourtant bien en prévoir la publication à tout habitant qui souhaiterait s'informer sur son territoire. Quand bien même, cette note concernant le public, compte tenu de mes fonctions d'élu, à quel cadre réglementaire se réfère la mairie de Bouin par l'intermédiaire de Ludovic quand elle me refuse l'accès à cette étude? Ces questions restent à ce jour sans réponse de la part de LFA et la sous-préfecture. Elles vous sont partagées ici dans une recherche sincère de compréhension et de fluidité dans nos échanges. L'information publique est réglementée par un cadre qu'il nous revient de respecter, jusqu'à parfois nous séparer des informations recherchées, ne serait-ce que temporairement. Mais n'est-ce pas justement cette référence, le temps, qui permet d'établir l'efficacité d'un système? Quand le nôtre nous demande à tous, administrés, élus, salariés, un temps précieux, n'est-ce pas l'occasion d'en prendre acte pour imaginer autre chose à l'avenir, quelque chose de plus simple, plus efficace, plus respectueux des gens et de leur temps, à eux aussi? Je termine, comme évoqué en début d'intervention, en précisant que ce souci d'information publique et de liberté d'expression locale ne se résume pas à cet épisode d'études environnementales. Il est malheureusement composé de plusieurs précédents, parmi lesquels le suivant: un projet de plateau télé au lycée de Bouin, imaginé par 14 élèves de première option HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques, pour lequel on m'avait sollicité en tant que technicien vidéo, a récemment connu une annulation fortement contestée par la FCPE et les élèves, ces derniers ayant choisi pour sujet la centrale à bitume STAL-TP, pensant ainsi contribuer à l'information de ce projet à 400 mètres de leur lycée, information publique dont ils estiment avoir gravement manqué. Je dirais tous. Bon, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Clément. Tous ces points, c'est à Loire-Forêt qu'il faut les dire. Je dirais, nous, on a des informations, mais c'est à Loire-Forêt qu'il faut. On avait conseil communautaire cette semaine. Il fallait poser ces questions au président. Je dirais, je ne peux pas répondre. Je ne vais surtout pas répondre à la place du président. Je répète. Et je dirais sur le lycée. Je ne vais pas répondre à la place de Madame Chauvel sur ce qui s'est passé au lycée.
Du reste, on a nos compétences, ils ont les leurs. Là, ça va au-delà de... Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que cette intervention concerne notre commune? Quelle intervention? Celle que je viens de produire. Oui, mais là, ce n'est pas de notre compétence. On est sur la zone de Champ-Bayard et c'est Loire-Forêt qui dirige. Donc, je dirais, les questions que vous posez, n'attendez pas de réponse de notre part. Ce n'est pas nous. Moi, j'ai voilà. fait ce que m'a demandé... Il y a des règles, oui. C'est le président. J'ai fait ce que m'a demandé les services de Loire-Forêt aux services qui ont une hiérarchie. Ils m'ont demandé de demander l'étude à Bouin-sur-Lignon. J'ai demandé l'étude à Bouin-sur-Lignon. On me l'a refusé. Non, bien... on ne vous l'a pas refusé. J'étais dans le bureau. Je l'ai pas reçu. Ludovic vous a dit, moi, sur le document que j'ai... Je n'ai pas reçu de la part de Ludovic. Oui, je ne sais pas si on me tout l'a à pas fait, refusé. Ludovic. Je l'ai pas reçu. Et pour cause, il s'agit d'un document qui est produit à la demande de Loire-Forêt pour une compétence exercée par Loire-Forêt sur une zone qui est gérée par Loire-Forêt. Moi, je les appelle en tant qu'adjoint à Anne en charge de l'urbanisme pour pouvoir le consulter, puisque par ailleurs, notre avis est requis sur l'élaboration du plan de protection des espaces agricoles et naturels et pour l'élaboration du PLUI. Donc, moi, j'en ai eu une copie, mais quand ça m'a été transmis, il a été noté noir sur blanc dans le mail que c'était un document que je ne devais pas diffuser. Ce n'est pas mon rôle à moi de diffuser des documents qui n'appartiennent pas à la mairie et que j'ai demandé comme étant une simple consultation. Maintenant, si toi, en tant que conseiller communautaire, tu n'arrives pas à avoir des informations de la part de la communauté d'agglomération, c'est pas auprès de la commune de Bouin qu'il faut que tu t'en plaignes. Alors, juste... c'est ça qu'on veut dire. Alors déjà, c'est pas une plainte, première chose. Attends, je réponds juste à Ludovic. Dans mon intervention, il est question de questions. Elles ont été prioritairement posées à Loire-Forêt Agglomération. Elles ont été ensuite posées faute de réponse, mais après c'est en cours peut-être. Ils ont peut-être autre chose à faire pour l'instant. Donc c'est en cours. Elles ont été posées à la sous-préfecture du moment que c'est réglementaire. Ils auraient pu me renseigner également. Moi, je m'en réfère à vous. Quand on s'est vu... Attends, je finis ma phrase. Je m'en réfère à vous parce que moi, ce que tu m'as rapporté, c'est que c'était marqué interdit de diffuser au public. Ce qui est marqué sur non, le c'était mail... pas... Vas-y, profites-en pour répondre. Mais par contre, tu peux, quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai bien dit que, en tant qu'élu de Bouin, je trouvais effectivement... J'ai mis dans mon intervention. Pas normal, hein, on est bien d'accord. Mais les documents de Loire-Forêt, quand Loire-Forêt me les transmet et me dit qu'il ne faut pas que je les diffuse, je ne les diffuse pas. Voilà, en fait, je crois que c'est ça, Clément. Il n'y a pas de sujet sur... Je pense qu'il faut poser la question à Loire-Forêt. S'ils autorisent à diffuser, enfin, de mon point de vue, il faut diffuser. Après, c'est un document qui leur appartient, si j'ai bien compris. Voilà. Bon, après, moi, je trouve que l'intervention, elle pose aucun problème au sein du Conseil. Il n'y a pas de sujet. Il y a pas, voilà. Enfin, ça pose pas de problème. Il faut simplement, je pense, demander à l'auteur s'il est d'accord pour qu'on le diffuse, tout simplement, et qu'on le diffuse à Clément Gaumont. Il n'y a pas de... Je l'ai reçu, hein. Je l'ai l'étude. Ah bon, bah alors. Reçu fin mars. C'est également précisé dans mon intervention. Ah ben, pardon, j'ai loupé ce passage. Ouais. Mais donc. C'est également précisé dans mon intervention. Du coup, je répète s'il y a eu un défaut d'attention. Oui, moi j'ai pas fait attention. Voilà, que c'était bien plus important pour moi la réponse, d'obtenir des réponses aujourd'hui suite à cette demande qui a révélé des questions. Donc ces questions sont en attente. Je remarque. Ça correspond juste à des questions réglementaires. J'ai l'impression, somme toute, assez banale. En allant chercher sur Internet, c'est facilement observable que le contenu d'une étude environnementale relève de l'information publique. Donc, je m'étonne grandement de toute, je répète, circonvolution protocolaire. Et je me retourne vers toi, Ludovic, pour dire, c'était donc quoi la mention qui était marquée? Mais celle que j'ai eue au téléphone quand vous m'avez appelé, il était question de ne pas diffuser au public. Donc je m'étonne, et compte tenu du fait que je l'ai reçu finalement, du reste, et que du coup il y a eu un problème à cet endroit-là de me la transmettre, puisque je fais partie aussi de la commission urbanisme en plus. Tout ça, mais en plus de ça, on a commission urbanisme mardi, on en parle mardi, donc...
Voilà. Mais clairement, moi, quand LFA me dit que le rapport n'a pas vocation à être rendu public et que je ne dois pas le transmettre, eh ben, je suis désolé, je ne le transmets pas. C'est ce qui est marqué dans le mail. Je vais quand même appuyer juste un détail qui n'est pas vraiment un détail, parce que c'est pas la première fois où on est obligé d'insister sur le fait qu'on est élu et dans des commissions. Donc tu as reçu ce courrier en tant qu'élu de Bouin, adjoint à l'urbanisme. Et je vais rappeler, parce que souvent on l'oublie, que Clément Gaumont fait partie de la commission urbanisme et qu'il est élu de Bouin à la commission urbanisme. Donc je ne vois pas en quoi la mention ne pas communiquer au public fait obstruction à communiquer à un élu collaboratif de ta commission. Moi, ça me dépasse. Parce que ce n'est pas un document qui nous appartient, c'est un document qui appartient à Loire-Forêt, et c'est auprès de Loire-Forêt Christophe Basile, qui en est le président, qu'il faut faire la demande. Je dirais Boris Besnay a répondu, donc c'est le 27 mars, mais nous, on n'a pas, je dirais nous, c'est pas notre compétence, c'est pas une zone où c'est notre compétence, c'est pas nous qui prenons les décisions. On suit ce qui est écrit. J'entends. Voilà. Pour simplement ne pas faire un trop gros paquet, j'estime que mon intervention a pour objet l'information publique à Bouin et notre fonctionnement en tant que conseil municipal. Donc, c'est simplement pour ne pas, je trouve ça pas constructif de se rejeter tout en bloc ce que je viens de mentionner. Oui, il y a des questions qui sont directement adressées à Loire-Forêt Agglomération. Il me semble que mon point va au-delà et qu'il essaye qu'on fonctionne convenablement au nom de l'information publique, qui ne nous concerne pas, nous, ici, dans cette pièce. Donc, dans cet objet-là, eh ben, il y a des choses qui sont à recevoir pour moi de votre part, et sur lesquelles il faut qu'on puisse échanger. Et que, du coup, je ne vais pas aller poser notre fonctionnement... je finis ma phrase. Notre fonctionnement municipal ici, je ne vais pas aller m'en occuper avec M. Basile. Voilà. Monsieur Basile, il a toutes les questions et je m'adresse à vous pour en poser certaines autres qui n'ont toujours pas de réponse, je note. Oui. Oui. En tout cas, tu n'en auras pas de ma part ici, puisque, en l'occurrence, sur ce problème-là, ce n'est pas à moi de répondre. Le fait que tu fasses partie de la commission d'urbanisme, ça ne fait pas en sorte que tu aies accès à tous les documents. Les DIA, par exemple, tu ne les consultes pas toutes. En l'occurrence, ce n'est pas au titre, je précise, élu municipal, membre de la commission urbanisme, je l'ai eu l'étude. C'est au titre d'élu communautaire. Donc déjà, le premier manquement... À plus forte raison, tu appelles les services pour avoir une étude de Loire-Forêt au titre de ta position d'élu communautaire. Donc je rappelle, si les services ne te répondent pas, il y a un vice-président en charge de l'urbanisme. Pourquoi tu ne l'appelles pas et tu ne règles pas le problème avec lui? Il a reçu le mail, c'est M. Besnay qui m'a répondu. Avec vous. Ah, M. Besnay a dit de voir avec nous? Non, les services avant lui. Ah bah oui, d'accord, mais moi je suis pas responsable de ce Monsieur Besnay, il m'a envoyé moi je suis pas responsable de ce que disent les services de l'EFA. Hein. Non, mais ça vaut si en fait c'est pas bien compliqué de voir que là du coup je me suis baladé moi entre Loire-Forêt Agglomération et la mairie de Bouin. Voilà. Donc là, à la mairie de Bouin, on me dit il faut demander à Loire-Forêt Agglomération. Non, on vous a expliqué ce qui était écrit sur le mail. En vous disant il y a des règles, on les respecte. Voilà, il y a des règles entre la commune et l'agglo, on les respecte. Et on vous a invité à vous rapprocher de Loire-Forêt. Et je suis d'accord avec vous qu'en tant qu'élu communappelle, vous allez avoir les informations, mais c'est pas notre Madame niveau. la maire, il y a une chronologie dans ce que je viens de prendre le temps de vous raconter, qui est que quand j'appelle la mairie de Bouin, je vous dis je viens d'avoir Loire-Forêt Agglomération, les services qui m'ont dit de l'obtenir auprès de vous. Le fait de me renvoyer à Loire-Forêt Agglomération, je voulais juste témoigner que c'était long et que ce n'était pas productif. Ok. Merci. Point suivant. Ligne de train Clermont-Saint-Étienne. L'association Le Train 63 42 69 m'a transmis le courrier suivant qui permettra l'information de leur cause d'intérêt public et décisive pour Bouin.
Cette communication fait effectivement suite à de fréquentes interpellations des administrés à ce sujet au quotidien. Bonjour. Comme convenu, le point sur les dernières actualités de l'association Le Train 63 42 69 et ses actions pour le rétablissement de la continuité ferroviaire entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand auprès des parties prenantes. Campagne de mobilisation citoyenne. Pourquoi demain je prends le train entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne? Démarré en septembre 2023, qui a pris fin en novembre 2024, 2845 citoyens signataires rencontrés dans les marchés, forums, salons, événements organisés par l'association Le Train 63 42 69, qui vient en complément des précédentes pétitions, 2789 signatures élues et citoyens, et en 2016 et 1575 signataires d'une pétition citoyenne en 2020. Ces 3 pétitions, qui réunissent plus de 7000 signataires, montrent qu'élus et citoyens restent mobilisés dans le territoire, mais aussi dans les villes et métropoles desservies par la ligne depuis la fermeture pour travaux en 2016. À noter, dans la continuité de la campagne de mobilisation citoyenne de 2023-2024 et du dépôt des signatures au Conseil régional, nous avons demandé un rendez-vous au président de région Auvergne-Rhône-Alpes par courrier envoyé le 15 décembre 2024. 15 juillet 2024, SNCF Réseau programme des travaux sur 2 passages à niveau, PN 61 Saint-Julien-la-Vêtre et PN 74 Légneux. L'association, prévenue par des citoyens habitant à proximité, se mobilise par crainte de bitumage de ces passages à niveau occasionnant de nouvelles ruptures sur la ligne. SNCF Réseau renonce. 15 octobre 2024, l'association rencontre la directrice de SNCF Réseau Région Auvergne-Rhône-Alpes et son équipe. Cette réunion fait suite à la suspicion de bitumage des passages à niveau pour raison de sécurité des riverains automobilistes, cyclistes, etc. Notre demande, être tenu informé par écrit des travaux d'entretien sur la ligne, ouvrages d'art notamment. Notre crainte affirmée lors de la réunion, la dégradation de la ligne du fait de l'absence manifeste d'entretien. Notre demande vis-à-vis de la municipalité de la ville de Bouin. Un soutien affirmé de la réouverture de la ligne de Bouin pour rejoindre Thiers. La ville de Bouin ne fait pas partie des communautés de communes adhérentes à l'association. Une adhésion à l'association Le Train 63 42 69 serait un signal fort de ce soutien à la réouverture et renforcerait l'impact de nos sollicitations des parties prenantes. Des membres de l'association peuvent également se rendre disponibles pour rencontrer les élus si besoin pour expliquer le dossier. Par principe, nous pensons que soutenir la réouverture du tronçon ferroviaire entre Thiers et Bouin va dans le sens de renforcer la liaison ferroviaire entre Bouin-Montbrison-Saint-Étienne, mise à mal ces dernières années. C'est également offrir aux citoyens du Forêt une possibilité de rejoindre les territoires d'Auvergne et Clermont-Ferrand par le mode de transport le plus écologique et le plus inclusif. Pour les familles bouennaises et des environs, ayant des enfants scolarisés en université à Clermont ou scolarisés à Noir-Étable ou à Thiers, cette ligne de train est également gage de sécurité routière. En effet, notamment l'hiver par temps de pluie, à partir du dimanche après-midi, beaucoup de familles bouennaises appréhendent le départ de leurs enfants jeunes, conducteurs, conductrices, pour se rendre au lycée et ou en université. Depuis la fermeture de cette ligne, tous les hivers, les familles sont obligées de s'organiser car certains parents préfèrent prendre leur voiture pour faire un aller-retour Bouin-Clermont-Bouin pour emmener leurs enfants. Pour certaines familles n'ayant pas beaucoup de pouvoir d'achat, l'autoroute A72 est onéreuse et celles-ci préfèrent prendre la route D1089 qui est très dangereuse avec souvent des accidents. Que se passera-t-il lorsqu'un jour, un ou plusieurs étudiants décéderont lors d'un accident de la route un lundi matin? Que verra-t-on dans les médias? Si malheureusement cela se produisait, toutes les démarches actuelles de l'association prouveront que les élus avaient connaissance du caractère accidentogène routier de ces déplacements en voiture ou en bus. Mesdames et messieurs les élus, l'association Le Train 63 42 69, les familles bouennaises et celles des environs du Forêt comptent sur votre compréhension et sur votre soutien actif pour le dossier de demande de rétablissement de cette ligne de train. Un grand merci à vous, élus, pour l'association Le Train 63 42 69, Delphine Cabelguen, coprésidente. Fin de citation. Ce courrier, soulignant bien et justifiant parfaitement un enjeu de sécurité, il paraît important d'en prendre la mesure dès à présent et non quand il sera trop tard. L'association Le Train 63 42 69 ayant constaté l'absence cette fois non excusée de la mairie de Bouin lors de sa dernière AG, le 15 février dernier, elle s'inquiète de la signification de cette absence et craint un désengagement global de notre part.
Je termine en précisant que cette cause, réunissant aussi bien des enjeux sociaux qu'économiques ou encore environnementaux, paraît d'autant plus précieuse qu'elle devrait permettre de nous rassembler tous, sans considération électorale ou de parti. La mairie de Bouin fait partie de l'association, mais cette année, effectivement, je pense qu'on n'a pas payé la cotisation. Mais depuis le début, depuis qu'elle existe, on a participé à tous les événements. Peut-être que le dernier, effectivement, parce que c'est souvent moi qui y étais, j'ai sans doute oublié de m'excuser, donc je m'en excuse publiquement. Oui. J'ai brièvement échangé avec la présidence de l'association et en effet, elle a salué votre présence aux précédentes réunions. Elle s'inquiétait que là, vu le changement de premier adjoint, de ne plus voir de premier adjoint de Bouin dans les réunions, elle demande juste une confirmation du soutien de la ville de Bouin pour les années à venir. Moi, je les ai reçus. Je les ai eus début 2024. Je les ai reçus. Donc, c'est un oubli de notre part et on va continuer à soutenir cette association. Y a-t-il d'autres points? Oui, Pierre-Jean. Juste un complément. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une réflexion qui doit être totalement transpartisane, qui est intéressante. C'est une réflexion importante pour le développement de la commune. Et pour les plus anciens d'entre nous autour de la table, donc je ne sais pas si tout le monde va se souvenir, mais à l'époque, il y avait des lignes aussi d'autocar qui étaient directes depuis Bouin pour aller à Saint-Étienne. Alors, ça s'est terminé, je ne sais plus en quelle année, mais ça avait aussi un côté relativement pratique. Et je pense que on ne sait pas comment cette histoire va finir en fin de compte. On ne sait pas si... parce qu'il y a eu un jeu de dupes. Hein. Il y a de l'hypocrisie là-dessus, hein, sur cette histoire de ligne ferroviaire. Nous, on a connu la région gérée par le Parti socialiste, par M. Kéran, qui est venu ici à Bouin, jurer ses grands dieux, hein, nous dire j'ai 40 millions d'euros pour réouvrir la ligne. Il l'a dit, hein, dans la salle des fêtes. Ceux qui étaient à l'époque... donc nous, on était tranquilles, hein, on était sereins, on s'est dit ça va continuer. Et puis, il ne s'est rien passé. Et puis après, on a eu Laurent Wauquiez qui a dit on va faire quelque chose. Hein. Déjà, on va réouvrir Bouin et puis après, on verra. Donc déjà, on a réouvert Bouin, on a eu du pot, hein, parce que sincèrement, ça a été un combat, ça a été un gros combat pour réouvrir Bouin, hein, parce que la SNCF juge qu'il n'y a pas le potentiel, en fait. Faut pas se mentir, hein, c'est ça le fond du truc. Hein. Ils disent qu'il n'y a pas le potentiel. Moi, je pense que c'est un débat tronqué, parce que quand vous faites rouler les trains, comme c'était le cas à la fin à Bouin à 30 km/h, au bout d'un moment, il n'y a plus le potentiel. C'est les gamins en mobilette qui doublent les trains. Sur la portion de tiers, c'est ce qui se passait, pas à Bouin, sur la portion de tiers. 30 km/h. Vous n'avez plus personne dans les trains. Ils disent il n'y a plus personne. Ouais, ils avancent en reculant. Donc on peut tuer les lignes. Hein. La SNCF sait très bien faire, tuer les lignes. Donc c'est ce qui s'est passé entre autres ici. Ils ont tué la ligne. Mais on ne peut pas dire derrière quand même que il y a eu un courage de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réouvrir la gare jusqu'à Bouin, parce que ça, je pense que c'était quand même pas gagné. Mais sur la suite, on sent bien quand même que ce soit les uns ou les autres, on ne sait pas vraiment dans quelle direction on avance. Après, sur la partie routière, on a quand même perdu quand cette ligne qui s'appelait à l'époque, je crois, 111, a coupé Bouin d'une liaison directe avec Saint-Étienne. Ça, on y a perdu. Et ce qu'on peut regretter profondément, et moi aussi j'aimerais que l'association s'en empare aussi, parce que je pense que c'est bien de parler de ferroviaire, mais en fait, il faut parler de mobilité. Ferroviaire, c'est un pan de la mobilité, mais c'est pas... Ce qui intéresse les gens, c'est la mobilité, c'est pas le ferroviaire. Le ferroviaire est un morceau de la mobilité, c'est une brique. Non, mais c'est une brique. Mais la mobilité, si on parle que d'un mode, ça n'a aucun sens. La mobilité, c'est un ensemble. Le ferroviaire en est un ensemble, mais ce qui intéresse les gens dans le quotidien, il ne faut pas être partisan en disant je veux du routier ou du ferroviaire. Ce qui fonctionne, c'est le mélange des deux. Et moi, je suis bien entendu favorable à ce qu'il y ait du ferroviaire, mais on doit aussi apporter
des éléments complémentaires. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne très mal, parce que bon, le combat pour le ferroviaire, il faut que l'association continue, mais ce qui fonctionne très mal aujourd'hui, c'est que vous avez 2 gestionnaires des lignes de transport. C'est assez ahurissant le truc. Hein. Vous avez en fait 2 gestionnaires qui ne sont pas coordonnés. Vous avez des autocars à points qui passent. Je suis assez libre pour en parler, c'est pas nous qui les faisons. Contrairement à ce qui est dit dans certaines publications. C'est pas nous, depuis quelques mois. Donc, le sujet, vous avez la SNCF qui en coordonne pour le compte de la région, et vous avez la région qui en coordonne d'autres en direct. Et là, il y a un problème. Parce que ce qui intéresse les gens qui habitent sur notre territoire, c'est bien entendu la connexion avec Clermont, mais c'est aussi la connexion avec Saint-Étienne et tout l'arc et toute la ligne jusqu'à Saint-Étienne, tout finalement ce sillon. Et on devrait mutualiser, de mon point de vue, après, c'est mon point de vue, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga, on devrait mutualiser les forces sur le barreau Bouin, Montbrison, Saint-Étienne, et faire en sorte qu'on ait une intermodalité, une interopérabilité sur cet axe-là. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que l'objet de tout ça, c'est de faire en sorte que les gens puissent se passer de la voiture. Il n'y a que ça qui intéresse tout le monde. Et là, aujourd'hui, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, c'est le ferroviaire qui doit être complété avec d'autres choses, mais ça doit marcher ensemble. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, vous allez à la gare de Bouin, vous achetez un ticket SNCF, vous aurez du mal parfois peut-être à monter dans un autre car parce que ce n'est pas le même contrat. Et ça, c'est trop complexe. Donc moi, je pense qu'il faut aussi qu'on milite là-dessus et pour aussi réclamer, en parlant aussi à Borforêt, qui a la compétence mobilité sur notre territoire, qu'on remette tout à plat pour avoir des meilleures connexions et des trajets directs, parfois Bouin, Montbrison, Saint-Étienne. Je vous garantis que si on a du mode lourd à la pointe et du mode plus léger en creux, en trajet direct, on retrouvera une cohérence sur la mobilité. Juste une remarque là-dessus, c'est au cours de remarque de sémantique, vous allez me dire, c'est sur les gens. Tous les gens ne s'en foutent pas de prendre le train. Il y a plein de gens qui préfèrent prendre le train parce que ça a l'énorme avantage de pouvoir travailler dedans. Quitte à ce qu'il aille un peu moins vite, c'est quitte à faire 1h30 de trajet au lieu d'1 heure de trajet, mais 1h30 travailler dans le train, c'est différent. Ensuite, effectivement, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est juste les gens. Et j'avais une question, c'est quand vous dites vous, c'est votre entreprise, c'est ça? D'accord. Non, mais très bien. Vous avez complètement raison. Moi, j'ai l'énorme problème d'être malade en car. Oui, c'est un peu particulier, mais je suis malade en car. Donc je suis d'accord avec vous, les gens préfèrent le train. Pour que ça dure dans le temps, ces choses-là, vous savez, vous parlez d'un sujet qui me passionne, on pourrait y passer la nuit. Pour que ça dure dans le temps, il faut mettre les bons moyens aux bons endroits. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que le ferroviaire est la solution à certaines heures, mais il ne faut pas se battre. Mais là, les gens de l'association en ont complètement conscience. Ils connaissent parfaitement le sujet, donc il ne faut pas qu'on se batte coûte que coûte pour avoir du ferroviaire, parfois à des amplitudes qui servent à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une complémentarité pour que ça fonctionne. Vous voyez ? Et le titre unique, que ce soit aussi bien pour aller sur Clermont que pour Saint-Étienne, et bien entendu, si demain on obtient la réouverture, c'est banco pour tout le monde, c'est bien, c'est très bien. Mais de mon point de vue, il ne faut pas faire croire ou penser que on va pouvoir remettre du train dans tous les sens à toutes les heures, parce que déjà techniquement, c'est compliqué, puisqu'on n'a qu'une voie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toujours une ligne qui sera compliquée à exploiter en cadencement, typiquement. Parce que quand un train est parti, sauf à faire des courses partielles, il faut gérer les croisements. C'est bon. Et c'est ça que je veux dire. Mais il faut avoir une complémentarité, une approche globale sur le sujet. Parce que la mobilité, quand on descend du train, ça peut être aussi un vélo, ça peut être une trottinette pour terminer. Mais globalement, si on n'arrive pas à faire le maillon principal sans rupture de charge, on perd la moitié des gens qui peuvent être intéressés. C'était juste pour préciser ma remarque. Vas-y. C'était juste ma remarque, c'était sur les gens préfèrent. Il y a des gens qui préfèrent et il y a des gens qui préfèrent autre chose.
Voilà, c'est juste la généralité qui m'avait dérangé, c'était juste l'objectif de mes remarques. Hein, moi je vais juste prendre la parole alors, pour donner mon avis sur le dossier, même si tout le monde s'en fout peut-être un peu. Moi, alors, pour ce qui est, pour une logique d'aménagement du territoire, moi personnellement je suis favorable à la réouverture de la ligne, je le dis clair et net. Même si je m'interroge sur les aspects financiers dans le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui en France, ça se fera peut-être pas du jour au lendemain. Par contre, le courrier que tu as lu, moi, en tant qu'élu, m'interpelle sur un point. C'est le chantage qui est fait dans ce courrier à l'attention des élus, qui tend à dire qu'on sera responsable si jamais il y a un accident avec des étudiants et des morts dedans. C'est la façon dont c'est tourné. Je suis désolé, quand dans le courrier, il est dit si jamais il y a des accidents, les élus ne pourront pas dire on ne vous l'avait pas dit. Tout le monde connaît mon histoire personnelle et la sécurité routière, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Est-ce qu'il y avait moins d'accidents sur les RD 1089 quand il y avait le train qui roulait? J'en suis pas sûr. Donc le chantage à l'accident, c'est un peu facile et je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de s'y prendre. Je vais d'abord remercier M. Ludovic Lafay pour son approche personnelle. Moi, je lui dois toutes mes condoléances pour ce qui lui est arrivé. Je remarque qu'il y a quand même une unanimité, enfin que tout le monde est d'accord pour apporter le soutien à cette association, et c'est là le point qu'on porte. Après, sur les maladresses de chacun, moi, je n'ai pas écrit ce courrier, Clément non plus, le premier. On vous l'a rapporté. Et on l'a pas censuré non plus parce que ça aurait été une autre maladresse. C'est tout ce que je voulais dire. Et je remercie le Conseil si le Conseil veut porter son soutien à cette association et s'il veut renouveler l'adhésion. Voilà. C'est le cas. On passe au dernier point. C'est à toi, Anouk. C'est juste une information vis-à-vis du programme culturel. Comme je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, on avait signé un règlement photo dans le cadre de la programmation culturelle avec le département, et c'était sur 2 ans. Cette année, le concours photo va être renouvelé. On va devoir le voter normalement au mois de mai. Mais en amont, on fait un concours photo à destination des enfants. Donc c'était pour vous informer qu'il y aura aussi un règlement sur ce point-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, il est 20h40. Le conseil est terminé pour ce soir. Merci. Ah si, attention, il faut bien penser à signer les pochettes jaunes qui arrivent.